Bonjour à tous, je suis Nicolas et bienvenue dans ce nouvel épisode de DSI des Hommes qui, celui-ci, sera consacré à la gestion de l'information et de l'infobésité. Savez-vous que plus de la moitié des personnes interrogées dans 46 pays ont rencontré des informations fausses ou trompeuses sur la Covid-19 depuis les 2 dernières années et que près de 60% des Français se disent préoccupés par la propagation des fake news? Dans un monde où l'information circule à une vitesse effrénée, il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre le vrai et le faux, et de gérer la quantité d'informations qui nous parvient chaque jour. C'est pourquoi j'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir Bertrand Giffon, cofondateur de Be My Media, une entreprise spécialisée dans la gestion de l'information pour les entreprises, mais aussi dans l'éducation des étudiants, lycéens, collégiens sur la gestion de l'information. Nous allons parler notamment de l'impact des fake news sur les entreprises, de la vérification des sources, mais aussi de l'arrivée de technologies telles que ChatGPT, un modèle de langage IA qui peut influencer les informations que nous recevons. Je vous laisse donc découvrir ce nouvel épisode et à tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour Nicolas. Ravi de t'accueillir dans cet épisode. On va parler d'un sujet assez clivant et assez important de nos jours, sur tout ce qui est autour de la gestion de l'information et l'infobésité. Avant de te présenter et de rentrer directement dans le sujet, je vais te poser une première question. Je te prends un peu au dépourvu parce que je ne te l'ai pas donné avant, mais c'était voulu. C'est quoi ton premier souvenir de numérique? Ah ça, c'est en effet une première question un peu étonnante. 1er souvenir du numérique, je pense que c'est pour, mes 15 ans, mes parents m'avaient offert, un ordinateur portable et du coup, j'ai découvert et commencé à utiliser l'outil informatique, vraiment à ce moment-là. Du coup, c'était autour de 2005-2006, donc c'était une époque, avec, Google, qui commençait à être très présent Mm. et les groupes d'amis sur Messenger, je pense, avec, le petit son, de Le petit Messenger whiz. le petit whiz, ouais, c'est ça. Et du coup, c'était l'époque, des blogs. Du coup, je pense que ça, c'est un premier souvenir du numérique, voilà. Qui t'a lancé dedans. Bah, écoute, merci. Cette question est pour moi un peu importante parce que déjà ça permet de lancer le podcast, mais surtout de refaire un peu l'histoire du numérique et aussi pour les auditeurs d'un peu voir quel âge a la personne. Voilà, parce qu'il y a d'autres souvenirs. Je peux t'expliquer que c'était un peu plus ancien ou d'autres très récents parce que j'ai eu le plaisir d'avoir des gens un peu assez jeunes, beaucoup plus jeunes que toi. Et voilà, ils ont pas du tout les mêmes souvenirs que nous. Voilà. Écoute, ce que je te propose déjà, c'est que tu te présentes un petit peu, que tu nous expliques un petit peu ton parcours, là où t'es arrivé à fonder, jusqu'à ce que tu es arrivé à fonder Be My Media, pas cofondé. Super. Alors, oui, en effet, du coup, moi je suis, donc Bertrand Giffon. Je suis, un petit électron libre, puisque j'ai arrêté l'école à 15 ans, après, un parcours, scolaire un petit peu, chaotique, dyslexique, pas trop adapté, au système scolaire, traditionnel. Et en fait, à partir de 15 ans, j'ai commencé une première vie professionnelle dans le bâtiment, où je suis allé, en fait, chez les Compagnons du Devoir, faire un apprentissage dans les métiers de la charpente. Donc ça m'a porté pendant, 4 années et ça a été, 4 années assez extraordinaires où, un petit peu, cassé du système scolaire, on retrouve, un nouvel enseignement, un côté, très, familiales chez les compagnons qui m'ont permis de reprendre confiance, dans mes compétences et autour d'une équipe pédagogique, qui m'a, beaucoup soutenu, beaucoup aidé, j'ai décidé de reprendre mes études avec un bac pro et un BTS, sur, toujours les métiers du bois. Donc toute cette première partie de vie était, en alternance entre, de très belles entreprises, du bâtiment et des savoir-faire, artisanaux français
et ces belles maisons que sont les compagnons et les centres d'apprentissage des métiers manuels. À la suite, en fait, de cette première partie très de terrain, on va dire, je suis retourné vers les métiers de la maîtrise d'œuvre, donc notamment l'économie de la construction, qui est la partie plutôt gestion et management de projets de construction. Là, j'ai eu la chance de travailler pendant 3 années dans une grande entreprise d'architecture qui intégrait plusieurs métiers, dont la gestion économique des projets de construction. Et à la suite de cette expérience, je suis parti travailler 4 ans en Angleterre, où j'ai travaillé dans une entreprise qui se montait. C'était une joint venture entre une entreprise française et une entreprise anglaise, et on réalisait de l'aménagement intérieur de luxe pour des milliardaires. Donc en fait, on faisait vraiment tous les lots d'aménagement intérieur et d'artisanat. Donc ça regroupait vraiment mes compétences de terrain et les compétences de management de projet. J'ai fait voilà comme ça plusieurs postes dans cette entreprise qui s'appelait Atelier de France. Donc on vendait du savoir-faire artisanal français et on trouvait tous les partenaires possibles et imaginables en France pour réaliser les plus belles réalisations en architecture intérieure. Et puis dans tout ça, il y a eu des moments plus hauts, plus bas, et je voulais vraiment revenir à quelque chose de sens et qui avait de la valeur, puisque quand on travaille dans l'ultra-luxe, on se rend vite compte du côté très grandiose des choses, mais qui reflète quand même pas tellement les enjeux de notre société actuelle. Et du coup, j'ai toujours été passionné d'information. C'est aussi quelque chose qui a été beaucoup travaillé chez les compagnons, puisque le soir, après les cours, après le dîner, comme on était interne, il y avait les anciens, comme on les appelait, qui venaient avec des journaux, et on lisait l'information et on débattait de l'actualité chez les compagnons, et ça, c'était réellement passionnant. Et puis, il y avait un contexte familial avec des grands-parents qui écoutaient la radio, qui lisaient plusieurs journaux. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours bercé. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment la place pour développer cette activité d'éducation aux médias, à l'information chez nos citoyens. Et à ce moment-là, j'en discute avec un ami qui est Valérian Pep, donc le deuxième cofondateur de Be My Media. Et puis on se dit, bah en fait, on plaque tout et on monte Be My Media pour développer des solutions d'éducation aux médias, pour contribuer à ce que la pratique informationnelle des personnes soit émancipatrice, permette de développer l'esprit critique, permette voilà, d'aller vers ça. Et ça, c'est 2018, et du coup, on est parti dans une grande aventure de l'entrepreneuriat, un peu sur un coup de tête. Un beau coup de tête parce que bah, voilà, ça fait depuis 2018, donc on arrive à où ça y est, je sais plus faire, donc 5 ans. aux 5 ans de la aux 5 ans de la société, et puis voilà quoi. Enfin, ça fait quelque temps qu'on se suit tous les deux. On a eu pas mal l'occasion d'échanger, pas mal l'occasion d'échanger. Voilà, ça fait un moment qu'on avait l'envie et l'idée de faire ce podcast. Puis bon. Les histoires de vie nous ont amené à nous rencontrer un peu plus souvent dernièrement, à beaucoup plus travailler ensemble. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà. Puis j'ai eu la chance aussi de participer à une table ronde avec Valérian justement sur l'impact de ChatGPT sur l'enseignement. Voilà, que j'ai mis en épisode aussi en épisode sur le podcast. Donc voilà, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Quand on a préparé tous les deux cette intervention, c'est vrai que on voit que c'est un vrai sujet. C'est sûr. Voilà, on a échangé sur différentes choses, et moi je suis toujours effaré du temps qu'on passe, du temps que les gens passent sur les réseaux sociaux, Internet, etc. Sur aussi tout ce qui peut se passer. Le Covid a accéléré la chose, hein, parce qu'on le voit là avec les différentes
euh, avec les différentes études qui sont menées, voilà, c'est assez impressionnant et enfin, moi, je suis toujours assez impressionné par tout ce qui se passe et c'est vrai que je pense que Nima Media a une vraie place. Mais on y reviendra, on y reviendra. Euh, pour toi, justement, par rapport à tout ça, quels sont les grands défis de la gestion de l'information en entreprise ou ailleurs? Parce que de toute façon, on voit que la limite est jamais est jamais très loin entre le pro et perso. Et justement, j'avais une petite stat là d'une entreprise qui s'appelle Rescue Time, Rescue Time, c'est une solution pour se concentrer. Justement, c'est quelque chose qu'on pourra parler tout à l'heure, qui permet de savoir combien de temps on passe sur les applications, sur les différentes applications et combien et à quel moment de la journée et aussi comment éviter d'y passer trop de temps. Et a publié en 2020 une étude que les employés passent en moyenne 3h15 par jour à consulter des applications et des sites web non professionnels. Je crois que même tu as d'autres stats, il me semble, sur TikTok, par exemple, là, que tu m'as dit Oui. tout à l'heure en préparation, et j'ai été effaré. Je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, oui, chez Be My Media, on travaille évidemment, beaucoup, sur les éléments statistiques, hein. On a un vrai pôle, de recherche et développement. On travaille notamment avec, un labo de recherche, voilà, donc on analyse beaucoup de documents, Mm. et les grandes stats, qui nous font, heu, bondir, on va dire, c'est notamment une de NewsGuard de 2022 qui donne le temps moyen passé par utilisateur sur TikTok, qui est de 95 minutes en France. Donc, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui est sur une moyenne d'âge entre 15 et 25 ans va passer 95 minutes par jour sur TikTok. Chez Be My Media, on intervient souvent dans les établissements aussi, scolaires et d'enseignement supérieur. Et du coup, on demande aux jeunes de regarder leurs statistiques de temps d'écran. La moyenne statistique qu'on peut assez facilement retrouver, c'est entre 4 heures et 5 heures selon les études. Et nous, aujourd'hui, on constate quand on interroge les jeunes une moyenne plus proche des 8 heures avec souvent des pics dans les classes avec certains jeunes qui vont utiliser leur smartphone, en tout cas avoir un temps d'écran de 11 heures de moyenne journalière. C'est vraiment arrivé plusieurs fois cette année quand on interrogeait les jeunes. Et c'est vrai que cette captation de l'attention par les outils digitaux est un des grands défis auxquels on a à faire face, puisque ça vient, comme tu le disais, fragmenter la journée d'un utilisateur, fragmenter le temps de concentration. Et du coup, ça amène un grand défi qu'on a souvent cité, qui est l'infobésité, Mm. c'est-à-dire la surcharge d'informations qui fait que notre cerveau vient à saturer. Et en fait, cette saturation, elle permet plus de manière cognitive de prioriser ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et en fait, dans l'infobésité, vraiment, c'est l'ensemble du système d'information, hein, donc tout le traitement de toutes les données que reçoit notre cerveau, un petit peu à la manière d'un ordinateur, prioriser entre des notifications, d'applications, des messages, des discussions entre amis, des discussions professionnelles sur les Mm. messageries instantanées, prioriser dans l'information ce qui a vraiment de la valeur par rapport à ce qui va être de l'ordre du fait divers, etc. Eh bien, ça devient complètement schizophrénique et en fait, on n'arrive plus à prioriser les choses. Donc ça, c'est vraiment voilà, cette captation de temps par les plateformes purement à des fins de leur modèle économique, hein, en plus, c'est-à-dire que Oui.
plus on va utiliser le modèle de la plateforme, c'est-à-dire consommer, scroller des fils d'écran dans lequel il y a de la publicité. Donc, on va nous servir et nous proposer des contenus qui vont avoir tendance vraiment à nous alimenter, à garder notre attention pour rester le plus longtemps possible sur les plateformes et donc contribuer au modèle économique de ces plateformes est vraiment un des grands défis. Oui, et c'est vrai que on le voit de toute façon, on le voit chez les jeunes, il est difficile, enfin moi j'enseigne aussi dans différentes écoles, il est difficile de garder l'attention. On le voit, enfin jeune et moins jeune, hein, enfin, je pense il faut aussi pas généraliser, Tout à fait. mais ouais, je trouve qu'aussi les gens sont, enfin tu leur parles et hop ils sont sur leur téléphone, il y a une alerte, hop je regarde, Mm. tiens regarde ce qui est arrivé, je sais pas où, mais sans aussi aller vérifier parce que entre temps ça peut être une alerte qui, mais ça on y reviendra, une alerte qui est pas forcément vraie, pas forcément sur un site, alors soit un bon site ou soit des fois ça peut être des sites aussi un peu parodiques, hein. Le nombre de gens qui pensent que le Gorafi est, Ah, ça, est enfin sort enfin des vraies infos, alors que non, c'est complètement contre-courant et c'est leur but. Hein. Eux, c'est, enfin voilà, ils mm. s'engagent pas. Et je trouve que ça sur la captation de la captation de l'attention, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et c'est vrai que moi enfin, on se pose toujours des questions par rapport à tout ça. J'avais vu une étude de Stanford en 2019 qui montrait que 80% des élèves de lycée américains interrogés, donc lycée c'est entre 15 et 18 ans, enfin, je pense que c'est pareil aux États-Unis, je sais pas trop, Mm. bah 82% des élèves n'ont pas su distinguer une publicité d'un article de presse et que seulement un tiers d'entre eux ont réussi à évaluer correctement la fiabilité d'une source d'information en ligne. Mm. Donc voilà, donc déjà tu te dis oui, il y a une alerte qui Parfait. arrive et voilà, et c'est On a les parti. Et mêmes puis, chiffres en France aujourd'hui, notamment grâce au rapport PISA de hmm, l'OCDE qui mesure les compétences informationnelles et c'est pareil, c'est un sujet qu'on a prévu d'aborder, où en fait sur hmm, les jeunes de 15 ans étudiés dans les rapports PISA, seulement 9% d'entre eux savent identifier un fait d'une opinion dans ah un oui, contenu textuel. Et hmm, c'est post-bac, donc aux alentours de 18 ans, euh, 33% des jeunes qui savent identifier un fait d'une opinion. Donc on voit vraiment en effet que c'est quelque chose qui est très complexe à aborder. Et en effet, bah, l'infobésité et cette captation d'attention couplée à ce manque de compétences amène vraiment à des lacunes hmm, qui sont très importantes. Ça m'amène du coup à un deuxième point sur l'enjeu qui est, et tu l'as cité, avec par exemple le Gorafi et hmm, l'actualité parodique, qui va être toute la problématique de désinformation, de oui, hmm, mésinformation, de fake news, de théorie du complot, alors qui sont beaucoup de choses qu'on entend parler hein, et qui sont parfois fantasmées, etc. Et en fait, c'est quand même un vrai enjeu dans notre société qui s'accélère très nettement. On le voit avec un impact majeur à partir de 2015 dans nos sociétés. L'élection de Donald Trump, la première élection de Donald Trump, le Brexit qui se joue sur tout type d'information et sur tout type de circulation et canaux et multiplicité de canaux qui arrivent. Et en fait, vraiment, 2015 est un point de bascule puisque la désinformation, les fake news ont un véritable impact et enjeu sur nos démocraties avec voilà, des manipulations et des choses qui sont très importantes. On différencie vraiment d'un côté la mésinformation, c'est-à-dire la mauvaise qualité ou la mauvaise pratique de l'information, mais non volontaire de certaines personnes. Hein. On peut tous se tromper, on peut tous mal comprendre et ça
peu ou pas beaucoup d'impact. Par exemple, je voyais là très récemment des exemples avec quelqu'un qui va repartager sur Twitter un article, mais pas du tout dans le bon contexte. Ça arrive assez souvent puisqu'on a 66% des Français qui partagent des articles sans même les avoir lus. Donc, voilà, pour l'anecdote, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc cette mésinformation a un impact. Et après, il y a tout le contexte des informations et mésinformations, enfin désinformation et fake news, qui là revêt le caractère volontaire et trompeur de la déformation de l'information. C'est quelque chose qui est très récurrent, surtout accentué par les réseaux sociaux qui sont devenus d'immenses places publiques où chacun peut avoir sa prise de parole et un auditoire considérable. Avant, la parole de quelqu'un pour accéder aux médias, pour accéder à de l'influence, c'était très compliqué. Jusqu'au début des années 2010, avoir de l'influence, ça s'organisait, ça coûtait cher. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir très influent, peut exercer en tout cas exercer son opinion à des cibles très larges, d'où la nécessité de bien travailler aussi sur le fact-checking, etc., qui sont des nouveaux métiers du journalisme qui ont permis de contrôler la parole des personnes. Et après, ouais, c'est clair qu'autour de tout ce qui est l'enjeu de la désinformation et mésinformation, parce que comme tu le dis, il y a des informations qui sont reliées sans que les gens ne sachent vraiment ce que c'est, ont vérifié, etc. Il y a tout un tas de sujets qui peuvent être qui peuvent être vus. J'avais interviewé la saison dernière Sylvain Tillon, tu dois connaître, Oui, tout à fait. que tu connais, et c'est vrai qu'avec son collectif, c'est vrai ça. Voilà, on avait échangé sur différents sujets parce que eux, c'est leur créneau, mais vraiment autour de LinkedIn surtout. Oui. LinkedIn, après parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, hein, parce que c'est compliqué d'aller plus loin, mais c'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'il y a des sujets où une info est relayée, qu'elle est fausse et qu'elle est reprise un nombre de fois, qu'elle revient aussi régulièrement. Voilà, il y a tout un tas de sujets qu'on a pu évoquer et qui sont plutôt des fois de la mésinformation, comme la célèbre citation "Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne", soit je gagne, qui n'est pas de Nelson Mandela. Voilà. Alors que tout le monde dit que c'est de Nelson Mandela, et voilà, j'invite les gens à bien aller voir. C'est vrai ça sur LinkedIn, qui l'explique très bien. Et puis aussi, ce qui se passe actuellement, tu sais, sur le métier d'influenceur qui est en train de beaucoup faire bouger parce que il y a beaucoup de fake news, de choses, qui sont données, qui sont montrées par des influenceurs et pas forcément des fois des choses très bien pour la santé, pour l'esprit ou quoi que ce soit. Et les gens sont tellement écoutés que derrière ils y vont, quoi. Il y a certains influenceurs qui montent au créneau par rapport à ça parce que j'ai lu, je crois que c'est Major Mouvement là, qui est un kiné et qui diffuse beaucoup d'infos sur YouTube et qui se bat contre ça parce que lui il retrouve des fois des influenceurs qui vendent des solutions qui sont déjà dangereuses ou inutiles. Et je trouve que c'est bien aussi de remettre ça et de pouvoir un peu avoir un peu de. Alors là, on va sur une loi, sur un décret, je ne sais pas, qui va peut-être un peu clarifier tout ça et surtout sur le placement de produits. Voilà, que les gens soient au courant. Pour te donner une stat sur cette question-là, qui est un sondage BVA de Villa Numéris, qui est un think tank par ailleurs très intéressant sur justement toutes les problématiques de désinformation. C'est 41% des utilisateurs de TikTok qui pensent qu'un influenceur ayant un nombre d'abonnés est une source fiable. Donc on voit bien en fait, à quel point des utilisateurs de TikTok, alors encore une fois, sans vouloir généraliser sur les jeunes, parce je pense qu'on qu'on traverse peut. toutes les couches de la société, mais 41% des personnes qui pensent qu'un influenceur qui a beaucoup d'abonnés est une source fiable, ça montre vraiment cette question des connaissances et des compétences sur la pratique de l'information. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de profond, puisque
on est en train de faire un exercice entre guillemets médiatique. Alors, on n'est pas journaliste, on n'est pas chroniqueur professionnel. Par contre, on le fait dans un cadre déontologique qui est très important. Toutes les statistiques qu'on donne, évidemment, on a les sources, on a les éléments, on travaille dans un cadre pour produire. Ce qu'on est en train de faire, c'est une production d'informations, c'est-à-dire des faits mis en contexte avec une analyse par des personnes qui ont une expertise dans un domaine, voilà, que ça soit toi sur le digital, nous, Be My Media sur les aspects médiatiques, etc. Donc en fait, cette question de l'information, c'est-à-dire le fait mis en contexte par des individus qui le font dans un cadre déontologique, est en effet quelque chose de très important, puisque tout le monde n'a pas le même niveau de déontologie qu'un journaliste ou que des personnes de bonne volonté qui produisent Ouais. des podcasts. Et dans tout ça, justement, ça va nous poser la question d'identifier les sources, identifier ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas, qui est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, d'autant plus que arrivent d'autres outils avec l'intelligence artificielle. ChatGPT en est l'exemple, mais pas que, parce que, enfin, on parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a tout un tas d'autres intelligences artificielles qui voient le jour et qui fonctionnent plutôt bien. Et enfin, quel est l'impact de cette arrivée maintenant de ton côté sur la gestion de l'information? Alors, pour moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pas une peur folle de ça. Je suis pas. Je pense pas que pour l'instant, en l'état actuel des choses, des chatbots, etc., révolutionnent 100% des choses et ça viendra, hein, évidemment. Tout le travail de R&D qui est mené, etc., est incroyable. Donc c'est toujours à nuancer et en préparant cet échange, tu m'as cité l'arrivée de Google, qui était un petit peu plus tôt que ma première expérience du digital du coup, et du coup qui était un petit peu comme ça en tout cas une grande source de questionnement. Donc pour moi c'est quelque chose à suivre et à surveiller. Ce qui m'interroge vraiment, c'est sur les sources. C'est-à-dire qu'une IA générative telle que ChatGPT ne donne pas la provenance de ces contenus, de quelle base de données a été consultée, à partir de quoi a été généré le contenu. Et ça, c'est quelque chose, sans parler des règles algorithmiques qui seraient incroyablement complexes à expliquer, mais de dire d'où proviennent les contenus produits par une telle intelligence artificielle est une vraie limite à l'usage, puisque justement tout le but de l'intelligence humaine est de pouvoir mettre en parallèle, sourcer, identifier, étayer, et c'est ce qui manque. Enfin, c'est en tout cas aujourd'hui, c'est une des vraies problématiques avec ChatGPT, c'est que on ne sait pas d'où ça vient et du coup, c'est relativement complexe quand même en termes de crédibilité et d'esprit critique et en termes de déontologie personnelle de pouvoir utiliser des textes qui ne sont pas contextualisés, qui ne sont Oui, tout à pas fait. sourcés de manière fiable. Ouais, c'est sûr que c'est un vrai sujet parce que bon, on parle de texte, mais il y a aussi des images, il y a aussi, enfin voilà, il y Exactement. a aussi parce qu'une image aussi, une valeur informationnelle. Enfin, Ah, totalement. on a vu des images là passer pendant les dernières manifestations là de mars-avril qui étaient complètement détournées et faites sous intelligence artificielle. Oui, Donc voilà, et qui ont été pris pour du vrai par nombreux d'entre nous, quoi. Donc oui, tout à voilà. fait. Et puis nombre de fois où une info qui est fausse, et que ce soit par IA ou autre, qui est donnée et reliée, où les gens qui l'ont publié ne reviennent pas pour dire c'était faux. Mmh. Ils laissent, ils laissent faire, quoi. Enfin, donc voilà, quoi. Donc je trouve Toute que la question de la ouais. déontologie des Mmh. producteurs de contenu du coup, et du coup
pose la question de la place des médias traditionnels dans l'animation de notre débat démocratique, puisque c'est quand même les médias qui font ce travail, en tout cas de pluralisme d'opinion, de sources, avec une charte qui s'appelle la charte de Munich, qui permet de cadrer le travail déontologique, et notamment quand il y a une erreur journalistique ou quelque chose, ils ont ce devoir de corriger, d'informer l'audience que le contenu était erroné, ce qui n'est pas du tout le cas sur les plateformes, ce qui n'est pas du tout le cas pour des producteurs de contenu indépendants tels que des youtubeurs ou des influenceurs peu scrupuleux. Et ça, c'est en effet un vrai enjeu. Tu parlais des fake news générées par l'IA, qui a un vrai nom, c'est les deep fake news, c'est-à-dire que c'est vraiment de la manipulation et de la création de contenu. La deep fake news la plus célèbre, c'est une vidéo de Barack Obama qui profère un discours totalement haineux envers Donald Trump, ce qui est pas du tout son habitude. Donc quand on remet en contexte historique, etc., on se doute bien que c'est faux, mais c'est une fake news qui a circulé sur des réseaux sociaux et qui a été visionnée plus de 7 millions de fois. Et en fait, c'est comme tout, une fois que le mal est fait et que ça a été autant diffusé et relayé, même si c'était parodique et que la volonté de tromper n'était pas nécessairement avérée à la base, c'est quelque chose qui est dramatique dans nos sociétés. Et aujourd'hui, la manipulation, en effet, par de l'IA permet de faire faire ou de faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. C'est quelque chose de dramatique. Oui, et puis forcément, comme tu le dis, avec tout ce qu'on vient de dire, tout ça a des conséquences sur la santé mentale et physique des gens. Ainsi, sur leur productivité, ça peut être un autre sujet qu'on pourrait enchaîner, mais forcément, toute cette information qui nous vient, tout ce qui nous vient peut déjà nous désorganiser, mais aussi enchaîner de l'anxiété pour les gens, beaucoup d'anxiété, parce que moi je vois des fois le nombre d'alertes qu'ont les gens sur leur téléphone, c'est incroyable, d'actu, de tous les sites d'actu et tout, voilà, et je trouve que on l'a bien vu pendant le Covid, tu avais quand même le décompte tous les soirs, tout le monde était devant la télé pour regarder combien, c'est triste, tu te dis après voilà, c'est triste, mais je trouve qu'il y a aussi ces conséquences-là qu'on oublie, pas qu'on oublie, mais que ils sont assez indirects et que des gens viennent vite stresser par rapport à tout ce flux. Alors, là, on est très axé actu, mais si tu rajoutes tout ce qui est flux mail, perso, pro, comme tu l'as dit tout à l'heure, WhatsApp, messages, c'est une surcharge cognitive incroyable. Et en fait, notre cerveau a une capacité quand même limitée de traitement d'informations. Donc, notre système cognitif est quand même très bien fait, puisque chaque instant, on prend des décisions, on fait des tris, on effectue des choses de manière très automatisée. Mais en effet, plus on vient surcharger notre cerveau, plus on crée de troubles et de problématiques. Et en effet, cette hygiène est très importante. Tu citais la partie anxiété. On a des stats sur l'info-anxiété. Aujourd'hui, c'est 36% des Français qui souffrent d'info-anxiété. Et le premier symptôme le premier rempart de l'info-anxiété, c'est la déconnexion à l'information. C'est-à-dire vraiment éviter délibérément l'information, l'actualité, car trop anxiogène, trop de problématiques, et les personnes souhaitent plus être confrontées à cette information-là. Et pourtant, ça a une vraie importance dans nos prises de décision, dans notre compréhension de la société, dans un tas de contextes. Et en fait, parfois, au lieu de complètement se déconnecter de l'information, ça peut être justement de prioriser, d'avoir un nombre d'échanges, un nombre d'interlocuteurs, ou en tout cas de sélectionner, d'avoir une hygiène dans ces cas-là qui nous permet d'améliorer. Et si on couple l'info-anxiété à la défiance envers les médias, la défiance envers les médias, c'est 70% des Français, grosso modo, qui ne font pas confiance aux médias. Eh bien, on arrive en fait à une pratique de l'information qui est complètement
complètement parasité par un manque de connaissances et de compétences certains sur ces problématiques-là auprès de tous les publics, toutes les générations Oui, il y concernées. avait, mais ouais, il y avait eu une stat là, qui est sortie il y a pas très longtemps justement sur les défiances, mais sur les médias, mais il n'y avait pas que ça parce qu'on retrouvait aussi tout ce qui était euh, je suis en train d'essayer de retrouver, mais je suis pas sûr que je retrouverai la stat rapidement, enfin la source, mais tu avais politique, tu avais Il y a des fiances les organisations syndicales, non, enfin, et je me rappelle plus, c'est sorti il y a pas longtemps, d'après ce que je me rappelle, mais bon, bref. Voilà, et c'est vrai que les médias étaient dans les trois derniers, quoi. Dans les trois derniers où les gens n'avaient pas du tout confiance en eux. et c'est Et souvent par méconnaissance, c'est-à-dire mm, que en effet, les médias jouent un rôle d'influence, jouent certaines cartes. Hein, on peut pas nier la concentration des médias, le fait que beaucoup de médias appartiennent à des grands groupes industriels ou familiaux avec des vrais relais d'influence, etc. Mais pour avoir vécu dans la genèse de Be My Media, on a rencontré beaucoup de directions de grands médias français. On a quand même constaté la liberté de travail des journalistes, le cloisonnement des lignes éditoriales, et c'est assez drôle d'ailleurs quand on prend par exemple Altis qui détient d'un côté BFM et RTL, qui sont les archétypes du libéralisme sur l'opinion, et puis au dernier étage du siège d'Altis, on va retrouver l'Express et Libération. Donc en fait, c'est quand même très intéressant de s'immerger, de se plonger dans le système médiatique pour en connaître un petit peu plus et mieux apprécier voilà le travail des journalistes. Et encore une fois, les journalistes et les médias sont des personnes qui travaillent dans un cadre bien précis. On parlait des fausses informations et de corriger une fausse information qui a circulé. C'est un devoir des journalistes et des médias puisqu'ils oui. sont pénalement responsables de l'information qu'ils produisent. C'est-à-dire qu'un directeur de rédaction qui produit une fausse information est pénalement répréhensible, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui prennent la parole de manière publique sur les plateformes. Et du coup, ça pose quand même vraiment cette question de la place et de la confiance dans notre appareil médiatique par rapport à ce contexte de pratique de l'actualité et de l'information. Ouais, ouais, enfin, pour suivre quand même pas mal d'informations, enfin, pas mal, de sites d'information, être un peu aussi sur les réseaux sociaux, essayer de voir, c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir laquelle prendre, mais ça on y reviendra. Peut-être que tu auras des conseils à nous dire. Et puis, enfin, sur la partie, enfin, comment combattre tout ça, parce qu'on a parlé beaucoup des enjeux. Maintenant, comment combattre tout ça? Tu as commencé à le dire sur la partie hygiène informationnelle. J'aime bien ce mot hygiène parce que on l'a beaucoup utilisé, pendant le Covid. Nous, on a aussi l'hygiène informatique. Il y a maintenant l'hygiène informationnelle, comment bien choisir ses contenus, comment bien choisir les contenus qu'on doit suivre, bien classifier. Quand on parle de contenu, ça va être autant type de médias que réseaux sociaux, parce qu'il y a dans les réseaux sociaux, il y a quand même des gens qui sont inspirants, sourçants et qui ont les bonnes infos. Et ça, il faut le dire. Il n'y a pas que du bullshit et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme Alors, solution, comme nous, en fait, chez Be My Media, on réfléchit beaucoup en termes de compétences. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une société très spontanée, euh, très clivante. Et en fait, la problématique de l'information, c'est qu'on l'aborde très majoritairement par le prisme du débat d'opinion ou du débat d'actualité et très peu par le prisme des compétences à avoir pour pratiquer l'information. Et ça, c'est quand même pour nous fondamental de développer les compétences informationnelles qui, in fine, débouchent sur... alors,
excusez-moi pour l'anglicisme, mais sur des soft skills qui sont aujourd'hui très très importants dans nos milieux professionnels. Et les soft skills que produisent la pratique de l'information, il y en a 3 majoritairement, qui sont la curiosité, la culture générale et surtout l'esprit critique, la capacité à analyser, à avoir de la nuance, à accepter les opinions d'autrui, même si on n'est pas forcément d'accord. Et en fait, pour nous, développer ces compétences, ça passe par vraiment structurer l'approche de la pratique médiatique. Et pour ça, donc, chez Be My Media, en fait, on développe des ressources numériques pédagogiques pour accompagner les établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Et en fait, on a créé un référentiel de compétences qui est basé sur 5 blocs qui sont vraiment fondamentaux pour nous afin de maîtriser pleinement la pratique de l'information. Le premier bloc, pour donner un exemple, on revient vraiment aux fondamentaux du circuit de production et de diffusion de l'information. Aujourd'hui, je donnais la statistique tout à l'heure sur le nombre de personnes qui savaient identifier un fait d'une opinion. Donc, on revient à cette base-là d'expliquer qu'est-ce qu'un fait, qu'est-ce qu'une opinion, comment une information, c'est un fait mis en contexte par un professionnel, et du coup, comment ça fonctionne, qui sont tous ces acteurs, comment on identifie la presse d'information générale, d'un média indépendant en ligne tel qu'on est en train de faire un podcast, ou de producteurs de contenu institutionnel ou professionnel, etc. Donc, on va vraiment dans l'exploration et dans la pratique méthodologique de la pratique de l'information. Voilà. Pour nous, ça, c'est vraiment un des axes qui est très important dans les solutions, c'est de développer les connaissances et les compétences des personnes sur la pratique de l'information pour mieux pratiquer l'information. Et ça, Le pour deuxième moi, c'est vraiment important. C'est ce que tu dis, c'est que sur tout un tas de sujets que je peux, que moi je peux voir de mon côté, mais voilà, sur ce sujet-là, c'est une compétence qu'on doit avoir assez rapidement à l'école. Assez à l'école. Il y en a forcément d'autres qui, pour l'instant, enfin voilà, ne sont peut-être pas enseignés assez. Et enfin, j'avais expliqué dans un podcast que j'avais fait une petite sensibilisation à la cybersécurité à des élèves de CM2. J'ai été choqué de ce que j'ai pu entendre, voir, etc. Même si je me rendais compte, mais on se dit, et c'est lié à tout ça. Enfin, c'est aussi lié parce que ils vont pas vers les bonnes infos, ils cherchent pas les bonnes infos. Alors aussi parce qu'on les éduque pas. Et quand je dis éduquer, j'ai pas dit enseigner, éduquer. Donc voilà, je parle pas forcément des enseignants parce que bon, les enseignants ils enseignent, les éducateurs ils éduquent et souvent l'éducation est plutôt faite par les parents et c'est souvent aussi par rapport à ça. Mais les parents ils ont des âges où ils arrivent avec tout ça. Enfin, ils arrivent, ils connaissent pas, on les a pas formés. Tout à fait. Moi, je suis un tout petit peu plus âgé que toi, et il n'y avait pas Google. Enfin, quand j'étais à l'école, mes enseignants ne connaissaient pas Google. Mes parents ne connaissaient pas Google. Voilà, et ils ont appris en même temps que nous. Et Ouais. avec toutes les toutes les déviances qu'il y a depuis maintenant. Et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir proposer ça à des écoles et voilà pour élever ces compétences ils n'ont peut-être pas assez parce que on n'avait pas aussi à 20 ans cet accès autant à l'information. Hein. On avait Ah, c'est certain. Ça, c'est mes parents avaient Universalis en livre ou l'encyclopédie en 20 exemplaires et on regardait ça, on lisait des livres et puis voilà quoi. Et là maintenant tu vas taper sur Google ou sur ChatGPT et voilà, tu trouves tout ce que tu veux quoi. ah, Voilà. ça, Non, mais Et donc qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi en termes de alors, solutions? du coup, tu as commencé à introduire cette deuxième partie de l'hygiène informationnelle, c'est-à-dire hiérarchiser, structurer sa pratique de l'information. Comme tu le disais, on a beaucoup d'info-anxiété, on a beaucoup de problématiques. La problématique de l'information scientifique, notamment sur le climat,
crée cette éco-anxiété dont on entend de plus en plus parler. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte quand on discute avec certaines personnes et notamment dans les cercles institutionnels avec lesquels on discute, on considère vraiment aujourd'hui, au-delà de la question de l'hygiène, mais que ça devient une pandémie de mauvaises informations, enfin de mauvaises pratiques. Et en fait, créer des routines de pratique de l'information, c'est-à-dire apprendre à différencier le temps de divertissement du temps de pratique de l'information et pour quel enjeu, c'est-à-dire que pratiquer l'information, ça revêt un enjeu civique et citoyen pour prendre des décisions dans sa vie quotidienne et civile. S'informer de manière professionnelle, ça permet de développer ses connaissances et son expertise métier dans tous les domaines d'activité à tout niveau de poste. C'est très important de structurer sa veille, sa recherche d'informations professionnelles. Et donc, la première des choses à faire, c'est de se dire, il y a un temps pour pratiquer l'information et il y a un temps pour se divertir, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est très important. De bien différencier les temps et de pas se dire je suis allé sur Instagram, je suis abonné à 10 médias différents, j'ai à peu près vu ce qui s'est passé dans l'information entre un chat qui danse et une recette de cupcake faite au micro-ondes, quoi. Donc si tu veux pratiquer l'information, c'est quand même se mettre dans une posture de dire je vais lire ou je vais écouter la radio ou je vais faire quelque chose qui est très important. Chez BMI Media, on parle souvent de la compétence de littératie, qui est l'aptitude à utiliser et à comprendre l'information écrite dans la vie quotidienne et professionnelle. Et en fait, revenir également à l'écrit, c'est-à-dire lire des articles, nous permet de développer bien plus finement la pratique de l'information que dans le tout vidéo que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que une vidéo d'1 minute 30, c'est l'équivalent d'un paragraphe de 400 caractères. En 1 minute 30 de lecture, on peut lire un article de 2000-2500 caractères, en tout cas le parcourir et bien comprendre des choses. Donc en fait, on apprend bien plus et on maîtrise bien plus l'information dans un contexte écrit ou radiophonique que dans des contenus vidéo. Donc pour nous, créer l'hygiène et la routine de pratique de l'information, c'est structurer ces centres d'intérêt, c'est identifier les contenus et là où on va chercher l'information, et c'est creuser les sujets qui ont de l'importance, c'est la hiérarchisation de l'information. Et le dernier point, qui là est un sujet éminemment complexe, c'est les sources. Oui. Et dans les sources, c'est justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une très grande diversité de sources, puisque ça a énormément de valeur pour les individus de pouvoir avoir autant de sources accessibles. Et donc, dans cette partie solution, entre guillemets, développer ses compétences à identifier ce qui est fiable de ce qui ne l'est pas, c'est une chose. Et en fait, apprendre à bien structurer ces sources d'information, c'est ultra important, surtout en fait face aux déviances algorithmiques qu'on a évoquées dans le constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe de bulle de filtre, donc de la filtration algorithmique des contenus qui nous sont proposés dans tous nos fils, que ça soit réseaux sociaux ou plateformes telles que YouTube, nous oriente dans nos choix. C'est-à-dire que 70% des vidéos vues sur YouTube sont le fruit de la recommandation des algorithmes. C'est-à-dire qu'on choisit pour nous les contenus qu'on nous propose en fonction de nos préférences, et dès qu'on va avoir une tendance à aller dans une direction, on va être comme ça surexposé à cette opinion ou à ce type de média-là. Et en fait, c'est très, 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 très important de bien apprendre à
structurer, de mélanger des types de sources différents et des types d'opinions qui peuvent être différents. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, la presse d'information générale va avoir un traitement de l'information qui est très différent d'un média audiovisuel. Donc déjà, apprendre à mixer d'où proviennent les contenus va nous apporter une pluralité de façons de traiter l'information. Et dans le prisme de ces différents médias, il faut rajouter la complexité des lignes éditoriales et s'autoriser à découvrir et à lire différentes lignes éditoriales. Alors, quand on dit ligne éditoriale, c'est évidemment facile de différencier la ligne éditoriale du Monde et celle du Figaro, pour ne citer que. Un exemple qu'on donne très souvent, c'était il y a quelque temps, je pense 2 ans, sur un rapport parlementaire qui traitait de l'islamisation dans les services publics. Le Monde titrait le constat mesuré du rapport des institutionnels, et le Figaro titrait le rapport choc. Donc là, c'est très facile et très évident de savoir ce qu'est une ligne éditoriale. Aujourd'hui, sur les plateformes sociales, différencier une ligne éditoriale d'un Hugo Décrypte ou d'une chaîne comme Brut ou comme Vice ou Combini, là, on commence vraiment à venir sur des sujets beaucoup plus complexes. Donc, vraiment faire ce travail de qualité, d'identifier qui sont les sources. Pour ça, la charte de Munich est un bon indicateur, puisqu'on peut facilement retrouver quels sont les médias et les sources signataires de la charte de Munich. T'as dit comment ? La charte de Munich, qui est un peu le serment d'Hippocrate des journalistes et des médias, qui définit leurs 10 devoirs et leurs 5 droits, qui est vraiment fondamental. J'invite tout le monde à taper charte de Munich sur Google. C'est un A4 assez facile à trouver dans Google Images. Et du coup, on comprend un peu mieux la déontologie avec lesquelles les journalistes professionnels travaillent. Et du coup, ça permet d'identifier les sources. Après, il y a énormément d'outils aujourd'hui qui nous permettent de sourcer d'où vient une image, d'utiliser également des sites de fact-checking. C'est très intéressant, le fact-checking, puisque ça va nous permettre de vérifier si une information est vraie ou fausse. En tout cas au regard de l'analyse des journalistes, et qui va nous expliquer notamment comment fonctionne la diffusion d'une fausse information. Typiquement, c'est Le Monde qui a une plateforme, c'est Libération qui a une plateforme de fact-checking aussi. Il y a De Facto qui est un très très bon site de fact-checking. Et en fait, lire ces articles-là nous permet de vraiment comprendre ce qui est vrai de ce qui est faux, et ça nous sensibilise énormément dans notre regard critique de l'information, de voir comment les journalistes débunkent le vrai du faux, et ça nous permet de mieux comprendre les ficelles avec lesquelles fonctionne l'information ou de la désinformation. Donc ça, c'est vraiment des bonnes pratiques qui sont intéressantes pour apprendre à avoir une bonne hygiène de pratique de l'information. Typiquement, l'exemple de fact-checking, si on prend un article qui avait été posté sur les décodeurs du Monde, c'était sur un chiffre que Éric Zemmour avait donné pendant la campagne présidentielle. Il s'était exclamé en plateau qu'il y avait 40 millions de migrants qui rentraient en France. Et en fait, c'était un vrai chiffre de la police des airs et des frontières qui disait qu'il y avait 40 millions de personnes qui franchissent les frontières de la France sans contrôle d'identité. Mais nous sommes dans quelque chose qui s'appelle l'espace Schengen. Donc, quand je prends ma voiture et que je pars en vacances en Espagne, personne ne contrôle mon identité au passage de la frontière, ou quand je vais prendre l'avion à Genève, puisque nous sommes en Rhône-Alpes, je suis pas contrôlé de mon identité, et c'est pas pour autant que je suis un migrant illégal sur le territoire. Donc, en fait, cette question du fact-checking, elle permet de remettre en contexte les informations et comment elles sont détournées, déformées, et c'est très intéressant du coup de découvrir les mécaniques de la pratique de l'information.
Tu as cité là des outils pour vérifier tout ce qui était information avec la partie fast-checking, là, comme De facto, Le Monde, par exemple. Tu as des outils pour, tu nous parlais aussi de sourcer d'où vient une image. Tu as en tête un outil, quelque chose Alors que j'en je ai pourrais. j'ai pas le nom en tête, je les ai dans mes favoris de sur mon ordinateur. Je te les transmettrai pour qu'on puisse Ouais, les tu me les mettre en transmettras, et puis je les commentaire. mettrai dans la bio parce que je pense que c'est intéressant d'amener Ouais, aussi ces il y a sujets-là. 2 Et puis, sites, qui fonctionnent très bien. Il y en a un qui permet d'analyser les vidéos, hum, les d'où vient une vidéo, hum, heu et d'autres, sites, qui sont un peu plus accessibles, hum. qui, permettent d'identifier les photos. Mais vous tapez, vérification photo ou vérification vidéo, sur Google et vous tombez assez instantanément sur ce type d'outil, D'accord. Ouais, quotidien. top. Top, top, top. Et puis oui, c'est intéressant d'avoir ces outils-là parce qu'au moins ça permet Mmh, d'aller vérifier et voilà, et puis de croiser aussi l'information. C'est ce que tu disais pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Voilà, mmh. comme je l'ai dit aussi, je reparle de c'est vrai ça là sur LinkedIn qui aussi est plutôt de qualité avec toutes les sources, On est etc. tout à Mais fait dans voilà. l'article de fact-checking, enfin dans le contenu de Mm. fact-checking et de debunking et en effet, c'est vrai ça et un extraordinaire, Mm. Ouais, de debunking, c'est ce mot qui sort dernièrement. Je sais pas si tu as d'autres choses à nous dire sur ça, avant de passer à la fin un peu de l'épisode. Euh, bah, je pense que oui, sur cette partie-là, les sources, le reprendre la hem, peut-être dans les solutions, c'est quand même bien replacer aussi le rôle des médias dans le débat démocratique. Alors c'est un vaste sujet, mais c'est-à-dire que, heu, déjà comprendre que les médias, ne sont pas censés produire, de l'information qui soit uniquement factuelle, mais bien, des contenus qui sont mis en contexte et qui peuvent avoir des opinions. C'est un peu, une vision, qui est importante. C'est-à-dire que c'est pas anormal qu'un média produise de l'opinion et heureusement qu'ils sont là et qu'il y a une diversité de sources avec différentes opinions et c'est bien aux citoyens et à l'individu, d'aller se faire son opinion à partir de plusieurs opinions proposées dans la presse et dans les médias. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important de se remettre dans cette posture-là de citoyen et d'individu, de se dire quelle chance j'ai de pouvoir consulter autant d'opinions. Il faut se dire quand même sur Terre, il y a 5 milliards de personnes qui vivent dans des régimes qui ne sont pas autant mm, démocratiques que les nôtres et qui n'ont pas accès à autant de liberté d'opinion et de libre arbitre. Donc, profiter de cette diversité d'opinions est très importante et surtout remettre également en contexte le rôle des médias dans le débat démocratique, c'est-à-dire que les médias font un extraordinaire travail d'investigation, de lanceurs d'alerte. Je pense à tous les grands papiers qu'on a vu passer dans les dernières années, hein, sur tous les papers, les leaks, etc., qui ont permis de mettre la main sur d'énormes évasions fiscales ou sur des gros sujets de société. Et en fait, les journalistes et les médias font ce travail de protection de nos démocraties dans leur métier mm, et soutenir les médias, leur faire confiance et pour ceux qui le peuvent, être abonnés à quelques médias pour contribuer à ce modèle mm. économique-là, Ouais, est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur pour nos démocraties. mm. Et c'est vrai que Saint-Étienne a vécu un petit exemple de recherche sur un sujet d'actualité par rapport à. Médiacité est excellent pour ça. Voilà, et voilà, mais Mediapart a été plutôt bon, et ça continue, on a encore beaucoup d'infos, le sujet est toujours en cours, mais voilà, voilà, Saint-Étienne a fait l'actualité dernièrement sur un sujet plus glorieux, mais bon, voilà, ça existe et à toute échelle. Exact. Pour finir, j'ai quelques questions pour parler un peu plus de toi. Bertrand, si t'as eu est-ce que tu pourrais nous parler d'une difficulté, de quelque chose, enfin, que t'as eu dans ton parcours et nous dire l'enseignement que tu as pu en tirer, que ce soit avec Be My Media ou d'autres. Voilà, quelque chose qui a pu te faire changer et te faire évoluer.
Pouah, dans l'entrepreneuriat, je pense que chaque jour est un chaque jour est un challenge. Il C'est vrai, ouais. il faut La vérité du jour n'est pas celle du lendemain. faut faut quand même, après c'est une chance extraordinaire, hein, et je pense que entre guillemets «notre métier» c'est de résoudre les problèmes les plus complexes, tout ce qui peut Oui. être résolu par d'autres, enfin c'est ce qui fait notre valeur ajoutée, «d'entrepreneur» Mm. entre guillemets. Donc tous les jours, c'est une remise en question, dans la vie, de Be My Media, qui est une start-up sur les questions de l'éducation aux médias à l'information dans l'éducation, donc il y a un marché entre guillemets de niche, qui est un projet éminemment sociétal. La complexité de financement a été dans le lancement du projet quand même quelque chose de douloureux, voilà, parce que modèle économique de petite taille, parce que Mm. voilà, donc pour nous, on a passé pas mal de temps et si on remet en parallèle du temps productif réellement à développer des choses, bah, on a passé énormément de temps sur la structuration de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Je pense que dans, dans notre contexte, la rapidité de prise de décision est quelque chose qui, bah, le Covid, je pense que voilà, le Covid a été quelque chose qui nous a beaucoup challengé, alors qui est Mm. aujourd'hui une merveilleuse chose, puisque ça a accéléré de manière considérable l'essor du numérique éducatif, du fait qu'il faut hybrider les cours, il faut faire du numérique pédagogique qui ne passe pas que par de la visio et qui est quelque chose voilà, qui va changer. Mais c'est vrai que l'anecdote, c'est on a lancé Be My Media en mars 2020, la semaine avant le Covid. Donc, quand tu es en lancement Oui. produit et qu'un mois, une semaine après, on te dit, bah, en fait, tout ferme, que tu as prévu ton plan de Oui. communication, que tu es en rendez-vous avec plein d'établissements, que tu es en plein lancement Mm. commercial d'une solution et qu'on te dit non, euh, Oui. là, on a eu quelques nuits un peu blanches, ouais. Ouais, je me doute. Je me doute, mais ça, comme tu dis, c'est la vie de nous, d'entrepreneurs, quoi, de vivre au jour le jour. Et je pense que ouais, le Covid a mis, comment on va dire, a mis en évidence cette capacité d'adaptation et voilà, C'est sûr. d'évolution. La résilience. Ouais, la résilience. Est-ce que tu aurais un livre, une série à nous conseiller, quelque chose qui t'a inspiré? Alors, si on veut rester dans notre thématique du jour sur l'information, sur cette Mmh, captation de l'attention, etc. Je pense à Apocalypse cognitive de Gerald Bronner, euh, d'accord. qui est assez euh, qui est assez extraordinaire pour le constat, je pense. Mmh. Voilà, en un livre, si on veut résumer, la problématique qu'on essaye d'adresser chez Be My Media, c'est celle-ci D'accord. et Et alors, ouais, je sais pas si t'en as d'autres, un peu plus personnels, un peu plus. je pense à un autre livre qui s'appelle, Algocratie, Ah oui, qui est très intéressant, il c'est est Arthur, dans mes livres à lire. Ouais. qui a rédigé ce livre et j'ai eu la chance de faire une conférence avec lui à French Tech à Chambéry. C'est très intéressant justement sur la place des algorithmes dans notre démocratie. Je pense que c'est assez incontournable d'en prendre conscience, en tout cas aujourd'hui, et voilà, c'est très sur de l'axe, on va dire, les deux livres vont beaucoup parler d'axe sociologique, mais je pense qu'aujourd'hui, le numérique et la socio, en tant Ça, ouais. qu'entrepreneur du digital, on doit se poser ces questions-là, quoi. C'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et bah, la dernière question, c'est si tu avais un invité à me conseiller.
Et ben, du coup, je te conseillerais, Arthur Grimont-Pont de Algocratie, D'accord. parce que je pense que pour le coup, il a beaucoup fouillé, toutes ces questions, du numérique, et de la place des algorithmes dans notre société. Donc, Mmh. pour faire un peu, cette continuité, je pense que ça serait intéressant, Ah, top. avec un vrai, une vraie réflexion portée aussi sur, le rôle, réglementaire et comment on peut réglementer le numérique. Mmh. Il a beaucoup réfléchi à ça, il a étudié, les différents modèles, que ça soit, asiatiques, ou, anglo-saxons et cetera, et son analyse sur ces thématiques est profondément intéressante, à mon avis. Ah, top. Bah, écoute, merci beaucoup, Bertrand. Ces échanges très Merci à intéressants, toi, Nicolas. vraiment intéressants. Je pense que tu as apporté pas mal de choses, voilà, pour les gens pour qu'ils arrivent un peu à comprendre et peut-être inciter à mieux lire l'information, à mieux la comprendre et voilà et à que voilà que de diffuser de la fake news ou autre chose, voilà. Mais voilà, je te remercie beaucoup, c'était top. On peut te retrouver où? Sur les réseaux sociaux? Alors, je suis présent sur LinkedIn, évidemment, et puis, tu l'as en exclusivité, mais, mi-mai, on sort notre nouveau site internet, de Be My Media, Mmh, qui va reprendre pas mal d'éléments de contexte, et on a fait une «ressourcerie» entre guillemets dans lequel on a mmh. tous les rapports institutionnels, tous les livres, tous les contenus, voilà Ah, qui top. permettent, d'explorer un petit peu, ces thématiques. Donc pour les personnes, Mmh. que ça intéresse et qui voudraient, creuser un petit peu plus loin, il y a cette partie sur le nouveau site internet de Be My Media qui doit être, un peu un centre de ressources pour ceux Ouais, qui mènent des recherches sur ces thématiques. c'est top. En plus, l'épisode sera mis en ligne après. Donc, bah, voilà, les gens pourront vite s'y référer. J'y mettrai tout de toute façon dans la bio. Bah, écoute, merci encore Nicolas, et puis à bientôt. à bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de DSI des hommes, consacré à la gestion de l'information et de l'infobésité. J'espère que les échanges avec Bertrand de Be My Media vous ont apporté des éclairages précieux sur la gestion de l'information en entreprise et sur les défis posés par l'infobésité et les fake news. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite chaleureusement à laisser une évaluation sur Apple Podcast. Vos commentaires et évaluations sont essentiels pour nous aider à améliorer nos contenus et à toucher un plus large public intéressé par ces thématiques autour du numérique. N'hésitez pas à partager le podcast DSI des hommes avec vos collègues, amis ou toute autre personne qui pourrait bénéficier de ces connaissances sur la gestion de l'information ou sur tout autre sujet lié au numérique. Je tiens encore à remercier Bertrand pour sa participation et ses conseils éclairés. Vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux, je mets tous les liens dans la biographie. Restez à l'écoute pour de nouveaux épisodes passionnants sur des sujets variés. Nous sommes impatients de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de DSI des hommes. Prenez soin de vous, continuez à développer votre esprit critique et à gérer judicieusement l'information qui vous entoure. Merci encore et à bientôt sur DSI des hommes.